bienvenue en Islande à Reykjavik, la capitale. Reykjavik, ça veut dire la baie des fumées. En face de moi, vous avez le mont Esja qui culmine à environ 900 mètres. Sur ma gauche, un vieux baleinier. Et nous venons donc de terminer notre parcours au cœur des glaces du Groenland, environ 2000 milles nautiques à bord du Diamant avec des passages par Kangerlussuaq, Sisimiut, la base Paul-Émile Victor avec bien sûr un retour sur les expéditions polaires françaises et puis Rodby, Nuuk, la capitale du Groenland et enfin Kristiansund et maintenant l'Islande. Nous allons recevoir comme invité Henri Killian Albonson, un guide, écrivain, journaliste qui nous dira tout sur ce pays. Mais tout de suite, on retrouve l'actualité du nautisme. Reportage. Bravo. Joli match. Le meilleur, le plus endurant et le plus expérimenté, Gilda Morvan confirme avec ce troisième succès sur la Generali Solo qu'il reste incontournable, voire intouchable en Figaro Beneteau. Pour gagner, le Brestois utilise toujours les mêmes ficelles du métier, anticipation, audace et beaucoup de plaisir. Pourtant, cette victoire en Méditerranée a une saveur toute particulière pour le Finistérien. Depuis le début de la saison, il y a eu pas mal de galères sur Cercle Vert, entre la casse de l'été, on s'est fait cambrioler le bateau assez dans le cargo, on a eu des problèmes de moteur, donc pas mal de galères, de petits problèmes. Donc maintenant, essayer d'un peu de naviguer soulagé, de puis y penser, et puis quand même de prendre du plaisir à naviguer. Un plaisir qu'il a fallu conjuguer à tous les modes et par tous les temps. Course côtière au large entre bouées, soit 3 semaines d'une compétition relevée avec des jeunes aux dents longues décidés à bouleverser la hiérarchie comme Fabien Delahaye. 26 ans, issu de la filière olympique, en 2 saisons, le Canet fait déjà partie des 10 meilleurs figaristes et sa 2e place ici confirme son ascension. Fabien est là depuis un moment, je crois qu'aussi il a navigué avec des tout bons, il a navigué aussi avec Armel sur une transat. À ce moment-là, il a dû énormément apprendre avec Armel. Il a aussi beaucoup de talent, il a fait du dériveur, du 410, donc c'est vraiment un gars bien. Il a maturité sur le circuit Figaro Beneteau, on voit qu'il est toujours régulier, il a gagné une manche hier, il ne fait pas de faux pas, en offshore aussi il est bon, donc un très bon gars. C'est très bien comme ça, j'aurais signé avant de venir, donc c'est très bien. Et puis derrière Gilda quand même, il est bon Gilda. C'est quelqu'un qui navigue très bien, qui est très à l'aise sur le bateau, qui a de l'expérience sur le support et c'est pas une surprise de le voir gagner la Generali Solo. Donc voilà, j'ai rivalisé un peu avec lui sur cette course et ça a failli passer, mais bon voilà, il a été meilleur. Les 17 concurrents de cette Generali Solo se retrouveront ce mois d'août sur la solitaire du Figaro. 4 étapes, 49 concurrents et beaucoup de surprises à prévoir, comme à chaque édition depuis 41 ans. Voilà, on se retrouve dans le vieux port de Reykjavik, la capitale de l'Islande, avec Henri Killian Albonson, traducteur, écrivain, ancien confrère journaliste. Alors déjà, 2 mots sur ce vieux port. Il représente un peu l'industrie de la pêche locale. C'est le vieux port, oui, comme vous le disiez, effectivement, c'est là que commencera toute l'industrie de la pêche il y a quelques 100 ans. Ce port sera construit en 1912 et effectivement, à partir de là, l'Islande va embarquer sur un nouveau monde puisque ce pays d'anciens vikings devenu agriculteurs par obligation va se mettre à la pêche seulement fin 19e siècle. Une pêche qui aujourd'hui représente un peu plus de 50% du PNB, ce qui est important quand même, et qui est passé jusqu'à 80% dans les années 80, ce qui était énorme. Alors on voit autour de nous les whale watching boats, les bateaux donc pour aller voir les baleines. Il y a beaucoup de baleines ? Il y a beaucoup de baleines, simplement elles sont dans la mer, elles sont juste au creux des vagues ou au creux de l'océan, comme on peut dire, et effectivement, il faut aller les chercher. On peut trouver de la grande baleine bleue jusqu'au petit dauphin, jusqu'au petit rorqual, jusqu'au marsouin. Et là, nous avons juste à côté les baleiniers d'un côté et les bateaux d'observation de la baleine de l'autre côté, qui prouvent bien qu'on peut en fait mélanger les 2 vies et avoir un équilibre assez stable. On revient et on termine sur l'histoire maritime. L'Islande donc, est une île avec beaucoup de conquérants qui sont partis d'Islande, notamment vers le Groenland, qui n'est pas loin. Voilà, je pense toujours à ce fameux Eric le Rouge qui est parti ici de cette baie, de la crique des fumées, comme on l'appelle à Reykjavik, qui a dû voir ces montagnes comme nous ce matin, et qui est parti à gauche, vers l'ouest, vers le Groenland, qu'il connaissait pour avoir souvent dérivé. Et c'était le début de l'émigration islandaise, puisqu'ensuite du Groenland, ils partiront vers la future Amérique, le Vinland. Et aujourd'hui, l'histoire aurait pu être changée si certains étaient restés. Peut-être qu'en Amérique, on parlerait islandais aujourd'hui seulement. Ça serait la nouvelle Norvège ou quelque chose comme ça. Parce qu'Éric le Rouge, en fait, voulait convaincre notamment les Islandais que le Greenland, c'était
la terre d'excellence. Greenland, la terre verte, c'était la première publicité mensongère de l'histoire. Il a voulu entraîner ses amis, sa famille, tout son clan avec lui pour peupler cette terre, et aussi parce qu'il était banni du pays, bien sûr. Et c'est la seule solution qu'il a trouvée parce que ce n'était pas terrible. Mais à sa décharge, le Groenland à l'époque était beaucoup plus vert, beaucoup plus facile à vivre. On a des preuves historiques sur le climat qui a changé à partir du XIVe siècle là-bas et qui deviendra vraiment terrible. Merci Henri, et je vous emmène tout de suite retrouver la suite de l'actualité du nautisme. Concentré de vitesse, de technologie et de performance, l'Audimet Cup, c'est LE circuit de référence des régatiers. Organisé sur 5 étapes dans 4 pays méditerranéens, les meilleurs skippers du monde viennent s'affronter sur des bateaux high-tech de 52 et 42 pieds. Le circuit a commencé déjà avec très bons armateurs, toujours derrière très bons amateurs, il y a du budget, et derrière le budget, il y a les meilleurs régatistes. Mais pourquoi on continue et le niveau continue à croître? Parce que le circuit a été haut niveau, c'est-à-dire que la compétition il est d'un très grand niveau, le niveau technique dans l'eau il est le meilleur dans le monde, mais le meilleur dans le monde. Notre comité de régate c'est clairement le meilleur dans le monde. Et d'ailleurs, on vient du monde entier participer à cette épreuve. Sur les pontons, toutes les nationalités sont représentées. La crème des équipiers, il faut bien ça pour maîtriser ces bolides des mers. Ici, chaque bateau coûte plusieurs millions d'euros, des bijoux technologiques qui appartiennent la plupart du temps à de riches passionnés comme Pedro Mendoza, un Portugais qui navigue depuis pas mal de temps. J'ai fait toute ma vie de la voile de course avec des dériveurs d'abord et après avec des bateaux croisières et après avec des bateaux tout à fait de régate comme cette classe-ci. C'est toujours la joie de la compétition, je crois que c'est l'adrénaline de voir qu'on fait mieux ou pire que les autres. C'est toujours un travail d'équipe, de motivation des gens et de faire les choses le mieux possible. Un circuit qui chaque année évolue, les bateaux sont de plus en plus rapides, les équipiers encore mieux entraînés, une course à l'armement qui attire les sponsors et le public. D'ailleurs, cette année, plusieurs anciens vainqueurs de la Coupe de l'América ont décidé de participer à l'Audimet Cup. Retour avec Clap de Fin, toujours à Reykjavik, devant ce bateau rouge et blanc qui s'appelle Elding, qui fonctionne à l'hydrogène, avec toujours à nos côtés Henri Kilian Albansson. Nous sommes au niveau du cercle polaire arctique, un climat subpolaire avec les effets du Gulf Stream. Et vous venez de traduire un roman historique qui s'appelle La Hache et la Terre, qui montre à quel point la richesse de la mer est importante. La richesse de la mer et la richesse de l'Islande, c'est même grâce à elle que l'Islande a pu survivre au fil des siècles. Et au XVIe siècle, lorsque Martin Luther va imposer sa réforme et qu'elle arrive ici, eh bien c'est en fait pour que le roi du Danemark, Christian III, récupère le poisson, le duvet d'air aussi, et le soufre pour la poudre des canons, mais surtout ce poisson qui permet de nourrir les armées. Un grand merci Henri, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.